Donc je crois qu'il serait inopportun d'opposer une mobilité du quotidien qui serait faite de tramway, de métro, de RER, et puis une mobilité exceptionnelle qui serait celle des TGV et des autoroutes. Je pense que les deux sont aujourd'hui articulés. Et c'est ça aujourd'hui la société des mobilités. Voilà. Et donc il y a effectivement tout un pan de la mobilité qui échappe à l'observation et à la connaissance. Et cette absence de connaissance est amplifiée du point de vue de la lacune de l'intervention publique par le fait que le système d'acteurs en place, il est aussi beaucoup sur les agglomérations-centres et sur la quotidienneté, parce qu'il y a des élus avec un pouvoir politique fort, parce qu'il y a un exploitant du réseau de transport collectif, parce qu'il y a des organismes d'expertise. Et de ce point de vue-là, le transport, ou les déplacements plus exactement, interurbains, périurbains, n'ont finalement ni portage technique, ni portage politique. On évalue un projet de transport, du point de vue économique, on calcule les gains de temps. Et on donne donc une valeur positive, finalement, à un mode de transport qui va aller vite. Ce temps est en partie révolu pour deux raisons. La première raison, c'est que quand on offre de la vitesse aux habitants d'une agglomération, ils ne s'en servent pas vraiment pour gagner du temps, mais ils s'en servent pour gagner de l'espace. Alors, ce qui se passe avec les objectifs des SCOT et de l'Interscot, c'est que souvent, il y a des objectifs contradictoires. Un peu comme quand on dit à l'échelle nationale, il faut réduire les émissions de carbone et en même temps, on dit qu'il faut développer la mobilité. Donc ici, on voit des contradictions possibles entre l'idée de multipolarité et l'idée de la ville des courtes distances. Puisque si vous développez la multipolarité, chaque pôle augmente son attractivité et ça va inciter peut-être à réduire cette mobilité des courtes distances. Et donc il faut ne pas se polariser sur les grands projets, mais se polariser sur ce qui fait la vie de la majorité des habitants, c'est-à-dire essentiellement des mobilités à moyenne et à courte distance, et pas forcément des mobilités sur des longues distances. Alors, je ne suis pas un spécialiste des SCOT et je m'en excuse par avance auprès des auditeurs, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a tout un travail à faire sur réduire les besoins de mobilité. Et d'une manière douce, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ne pas en interdisant aux gens de bouger, mais en leur donnant des moyens de vivre sans avoir à bouger beaucoup. Alors, la voiture suroccupe l'espace. La voiture est présente partout, dans les rues, dans les parkings, dans les jardins des maisons. Il faut bien comprendre que si la voiture s'est développée, ce n'est pas parce que la voiture est mauvaise, c'est parce que la voiture est bonne. Donc ne partons pas de ce slogan qui dit que la voiture ça pue, ça tue et ça pollue, même si c'est vrai. Il faut partir d'une autre vision. La voiture est fabuleuse. La voiture permet à une personne de se déplacer n'importe quand, pratiquement n'importe où. Nous avons 1 million de kilomètres de route en France et elle le fait à un coût qui ne cesse de diminuer. Puisque avec un salaire moyen en France, depuis une trentaine d'années, on peut faire en 1 heure de travail 4 fois plus de distance. Et donc la voiture étant quelque chose d'absolument fabuleux, elle a les mêmes effets que le sucre ou les graisses quand on en abuse, elle crée une certaine obésité. Donc on a une surcharge pondérale de la voiture dans les zones urbaines et c'est bien cela qu'il faut traiter, mais pas parce que la voiture est mauvaise, mais parce que la voiture est extrêmement attractive. Tout le monde a compris que les autoroutes en zone urbaine, c'était pas la bonne solution. À Lyon, plusieurs autoroutes urbaines ont été démolies. Il y a le projet de requalification du lien A6, A7, tout simplement parce qu'une autoroute a tendance à offrir de la vitesse, et quand vous offrez de la vitesse, immédiatement vous augmentez le trafic et vous augmentez la consommation et la surconsommation d'espace. Et donc la notion de traffic calming, comme on dit en bon français, consiste à dire aux automobilistes, on ne veut pas interdire les voitures, mais la voiture n'est pas là pour vous donner de la vitesse. Et donc si, pour un déplacement de petite distance, 3 ou 4 km, vous pouvez prendre votre vélo électrique, vous pouvez éventuellement marcher ou prendre un transport collectif, eh bien on va vous inciter à le faire, et on va d'autant plus vous inciter que si vous vous déplacez en voiture, ça peut être un peu plus coûteux. Donc, en fait, aujourd'hui, l'offre, elle est pléthorique.
Elle est très diversifiée et c'est tant mieux, ça offre du choix aux citadins. Ce qui manque, c'est bien évidemment celui de l'agrégation, de l'articulation. J'ai eu l'occasion de le dire, non seulement pouvoir relier ces différents modes au sein d'un territoire donné, mais pouvoir relier aussi les territoires entre eux, les territoires périphériques, dans les différentes échelles. La question des échelles, elle est complètement oubliée dans ces raisonnements. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un opérateur de mobilité? C'est celui qui peut assurer la continuité sur l'ensemble des territoires. Donc, il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul acteur qui devrait avoir la maîtrise de ça, c'est bien évidemment l'autorité organisatrice de mobilité.